Alors, je vais partager. Alors, hop, est-ce que c'est bon? Tout le monde voit mon Oui, écran? on voit Ok, très bien. parfait. Eh ben, merci encore pour l'invitation. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous présenter un peu ce qu'on sait à la lumière des recherches sur les développements des relations sociales et des amitiés à la maternelle. Donc, cette période finalement assez essentielle dans l'enfance et d'un point de vue recherche en psychologie qui est vraiment extrêmement intéressante parce qu'il se passe énormément de choses. Voilà, donc, bon, je vais démarrer déjà par une photo d'une cour de récré. Donc, ce ne sont pas des maternelles, mais parfois, en tant que parent, on peut se dire oh là là, ça me semble tellement loin. Est-ce que mon enfant, qui est aujourd'hui à la maternelle, sera un jour prêt à rentrer dans cette grande cour de récré? Je suis également maman d'un fils qui est à la maternelle et d'une fille à l'école primaire. Donc, c'est vrai que moi aussi, je me suis posé ces questions de me dire ah, mais il est si petit. Mais en fait, ce qui est vraiment intéressant et important de retenir, c'est qu'ils développent à la maternelle, à ces âges-là, 3, 4, 5 ans, des compétences essentielles qui vont les aider justement à pouvoir s'épanouir dans cette grande cour de récré dont on a des plus ou moins bons souvenirs en tant qu'adulte. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail. Mais d'abord, je me disais que ça serait intéressant de poser un peu le cadre, du rôle de l'école maternelle. Alors là, ça c'est pas moi, qui ai, un peu sorti ce cadre-là, c'est le cadre qu'on retrouve, sur le site de l'éducation nationale. Donc le rôle de l'école maternelle qui est de donner envie aux enfants d'aller à l'école pour apprendre, affirmer et épanouir leur personnalité et cette idée que c'est une école où les enfants apprennent ensemble et ils apprennent aussi à vivre ensemble. Donc cette notion de relation sociale, elle est extrêmement forte finalement dès la mission qui est donnée par l'éducation nationale à l'école maternelle. Et en termes d'apprentissage à l'école, donc les grands apprentissages de l'école maternelle, encore une fois, dans cette mission qui est donnée, sont mobiliser le langage dans toutes ses dimensions. Donc là encore, on voit à quel point les interactions sociales rentrent aussi dans cette idée de mobiliser le langage. Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique. Encore une fois, hein, les relations sociales, elles sont extrêmement physiques dans la façon dont on se comporte par rapport aux autres, à travers les activités artistiques également. Construire ses premiers outils pour structurer sa pensée, et là on va en parler, pour aussi construire des relations sociales, des amitiés durables, c'est extrêmement important, et explorer le monde également. Donc finalement, cette question des relations sociales, elle est absolument partout à la maternelle. Alors, si on regarde un peu, on prend un peu de recul, ça implique quoi de former des amitiés? Donc pas que à la maternelle, hein, mais au sens large, qu'est-ce que ça implique de former des amitiés? Alors ça implique d'engager son attention envers autrui, déjà, donc pour discuter, pour être en interaction avec quelqu'un, on doit engager son attention envers cette personne-là, sinon c'est une interaction qui n'est pas de grande qualité. On doit contrôler son comportement pour s'adapter à la situation, s'adapter à la personne qu'on a en face, s'adapter au contexte. Donc on arrive à réguler son comportement. On arrive à comprendre et à interpréter les émotions qu'on retrouve sur le visage de son interlocuteur. Donc ça, encore une fois, une étape assez importante. Par rapport à ces émotions, on tente de comprendre les pensées, les intentions, les émotions de la personne en face. En réponse à ça, finalement, on apprend aussi à gérer ses propres émotions. Donc quand on voit de la détresse, sur le visage de notre interlocuteur, on doit aussi gérer ses propres émotions en retour, ce que ça peut évoquer en nous. On peut mettre de côté ses envies pour trouver un sujet de discussion commun, donc pas que parler de ce dont on a envie de parler, mais arriver, voilà, à être vraiment dans l'interaction. Avec ses souvenirs, on sait qu'on peut compter sur une personne sur le long terme, c'est ce qui en fait un ou une amie également. On peut réfléchir à son amitié avec cette personne, prendre du recul sur ses propres valeurs, les valeurs de la personne d'en face. Donc vous voyez, en fait, finalement, former des amitiés. Aujourd'hui, alors à l'âge adulte, ça peut nous sembler plus ou moins facile ou difficile de former des amitiés, mais quand on pense à des amis qu'on a de longue date, on oublie un peu tout ce que ça implique sur le plan cognitif et sur le plan socio-cognitif. Ça implique énormément de phases, énormément de compétences en fait qui vont se développer pendant la petite enfance, l'enfance et même l'adolescence. Alors, les amitiés, pourquoi on s'y intéresse? Parce que c'est extrêmement bénéfique. On sait, en tout cas par les recherches, que l'amitié, ça a un effet bénéfique sur l'estime de soi,
sur un sentiment de sécurité affective et psychologique, sur la formation de nouvelles habiletés, parce qu'on apprend des choses de nos amis et aussi on apprend à enseigner des choses à nos amis. Donc ça va vraiment dans les deux sens. Et bien évidemment, et je pense que vous le savez très bien, surtout à l'étranger, c'est cette notion de partage culturel qui est extrêmement importante dans les amitiés et extrêmement bénéfique pour l'être humain au sens plus large. Donc tout ça, finalement, quand on prend un peu de recul, c'est pas si simple que ça, c'est pas si automatique. Et ce qui est intéressant, c'est que cette idée de former des amitiés, voilà, durables, robustes, sur le long terme, c'est vraiment à la maternelle, à ces âges-là, ces âges de maternelle, qu'on va commencer à construire vraiment un peu les premiers blocs qui vont nous permettre d'accéder à ces amitiés. Alors, juste aussi pour être clair, ce que je vais vous présenter dans les recherches, notamment au niveau des âges de développement, ça concerne vraiment des populations, à ce qu'on va appeler développement typique. Voilà, donc qui vont avoir un développement, socio-émotionnel qu'on va appeler dans la norme. Et donc là, je ne parlerai pas forcément, des troubles du neurodéveloppement, par exemple, mais voilà, toujours garder en tête, que là, c'est vraiment par rapport à ce qu'on va appeler une population de référence à développement typique, mais que ça peut évoluer, enfin, et être un peu différent, selon les enfants. Alors, bon, déjà, quand ils arrivent à la maternelle, ça peut être un peu difficile de laisser son enfant le premier jour de maternelle. On se dit, oh là là, ça y est, je les lance dans le grand bain. Est-ce qu'ils sont prêts? Parfois, bon, on a l'impression qu'ils font encore tout petits. Mais finalement, ce dont on ne se rend pas forcément compte en tant que parent, mais qui est très vrai, c'est que leur développement social, il ne démarre pas à 3 ans. Leur développement social, il est déjà en plein essor et il démarre vraiment à la naissance. Le premier signe visible souvent pour les parents et que les parents attendent avec impatience, c'est ce premier sourire social. Donc le vrai premier sourire et le moment où les bébés commencent à sourire en réponse à des paroles, en réponse à des sons, en réponse voilà, à leurs parents souvent qui leur font des grands sourires et leur parlent. Donc ça intervient souvent aux alentours de 1-2 mois. Donc vous voyez que ça démarre finalement ce contact social, ce développement des relations sociales, de l'interaction, démarre finalement extrêmement tôt. Alors, et ce qui est intéressant, c'est vraiment de considérer le développement socio-cognitif de l'enfant tout au cours de la petite enfance sous un angle qui est à la fois d'une construction, donc une construction graduelle où l'enfant va venir remettre en question, expérimenter, loin de cette idée qu'on a pu avoir dans le passé qui était que l'adulte enseigne aux enfants des normes, des façons de faire, les enfants appliquent. Non, finalement, c'est plus une question d'une construction où petit à petit, les tout petits enfants vont venir prendre une information, un peu la manipuler, c'est-à-dire dans le sens où ils vont l'essayer, ils vont expérimenter avec et construire leur développement socio-cognitif par rapport à ça. Et finalement, c'est là qu'on voit que les interactions sociales sont absolument cruciales. Tout se construit finalement dans l'expérimentation avec les interactions sociales. Donc, bah, dans les premiers mois de vie, les premières années avec ses parents, avec l'entourage très proche, parfois les assistantes maternelles, la crèche, et après petit à petit, avec d'autres personnes, voire ensuite d'autres enfants. Donc cette idée-là, elle est vraiment intéressante, je trouve, de bien garder en tête que c'est vraiment une construction. Alors on peut considérer, et c'est un bon cadre, après je pense pour voir un peu le reste, que dans la petite enfance, on a ce qu'on appelle 4 phases du développement moral. Alors qu'est-ce qu'on entend par moral? Ici, c'est vraiment la moralité, c'est ce qui va venir façonner, toutes les interactions sociales qui sont basées sur des préoccupations qui concernent, ce qui est bien ou ce qui est mal en termes de façon d'agir envers autrui. Donc si on veut utiliser des grands mots, c'est un peu les droits, l'équité, la justice, mais finalement c'est aussi je jouais avec ce jouet, tu me l'as pris des mains, tu n'as pas le droit de me le prendre des mains comme ça sans me demander. Voilà, donc finalement, la moralité, c'est aussi très terre à terre quand on y pense au quotidien. Et donc, Odundal, qui est un chercheur qui travaille beaucoup sur le développement moral de l'enfant, a travaillé sur ces 4 phases du développement moral qui nous montrent bien à quel point ça commence très tôt. Donc, Odundal, à travers ses recherches, montre que finalement, entre 0 et 6 mois, l'enfant déjà commence à montrer des préoccupations pour les actions d'autrui. Donc c'est un intérêt
pour les actions des autres personnes. Donc, qui est testé non pas verbalement, parce que bien évidemment, les enfants n'ont pas encore la capacité de verbaliser, mais par du temps de regard. Parfois, on va tester soit par du temps de regard ou par du temps de succion sur une tétine pour voir ce qui les intéresse plus ou moins. Donc ensuite, entre 6 et 18 mois, c'est là que l'enfant va vraiment commencer à se mettre en action par rapport au bien-être d'autrui. Donc là, on va avoir des actions intentionnelles. Donc intentionnellement, je vais agir pour affecter le bien-être d'autrui. Alors, soit de façon positive, soit de façon négative, c'est-à-dire je vais taper, ou alors je vais vous montrer ramasser quelque chose pour quelqu'un. Mais vraiment, on commence à agir avec intention par rapport au bien-être de la personne en face. À partir d'1 an et demi à peu près et jusqu'à un peu moins de 3 ans, là, les enfants commencent à comprendre que, ils ont envie de promouvoir le bien-être d'autrui. Donc ils ont envie d'agir, pour le bien-être d'une autre personne, pour venir, en aide, on va en parler, des différentes façons finalement d'être prosocial, aider, réconforter, partager. Et enfin, intervient cette phase, un peu avant 3 ans, finalement jusqu'à 4 ans et après ça se développe, davantage, hein, mais de pouvoir développer cette capacité à juger, c'est-à-dire d'apporter un jugement positif, de considérer que c'est bien de promouvoir, de protéger le bien-être d'autrui. Donc, de pouvoir mettre un peu, ce qu'on va appeler en anglais ce blanket statement, mais, c'est cette vision de dire: «C'est bien, en général, de promouvoir, de protéger les autres, et de veiller, à leur bien-être. Alors je vois qu'il y a une question dans le chat. Est-ce qu'on prend les questions à la fin Heu, plutôt, Claire? En fait, non, c'est pas une question, c'est sur des réglages, Ah donc on pardon, verra après. d'accord, OK. Ah oui, d'accord, ça marche. OK. Voilà. Et donc quand on parle justement de comportements prosociaux, de comportements qui vont viser à promouvoir le bien-être, qu'est-ce qu'on entend exactement? Parce que ça peut sembler un peu flou comme ça, mais globalement, on a 3 grandes catégories de comportements prosociaux chez les enfants, qui sont donc l'entraide, le partage et le réconfort. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors on le voit, c'est dans des études qui vont jusqu'à l'âge adulte, que ce sont 3 comportements qui sont très distincts, qu'on retrouve dans, plein de situations différentes. Donc que ce soit les situations de la vie courante jusqu'aux situations de catastrophe, des études qui avaient été menées sur, l'attaque du Bataclan en France, ou encore, pendant des inondations, le naufrage du Costa Concordia. Enfin, donc il y a beaucoup d'études qui montrent que chez les adultes, il y a vraiment cette distinction entre les 3 types de comportements prosocial, mais on le retrouve également chez les enfants. C'est-à-dire qu'il y a des trajectoires qu'on va appeler des trajectoires développementales qui sont distinctes. Donc ces 3 formes de comportement vont venir se développer finalement de façon, relativement indépendante. Donc qu'est-ce qu'on entend par là? Alors c'est des comportements qui vont venir se complexifier avec l'âge. Bon, déjà dans la première année de vie et c'est ce qui fonde un peu tout, c'est que les enfants développent cette capacité à percevoir, dans un premier temps, en termes d'analyse visuelle, puis ensuite de comprendre les émotions d'autrui. Donc tout se base un peu là-dessus aussi. Et dès 18 mois, on voit que les enfants sont capables d'entraider et de partager quand on leur donne des indices suffisamment forts, des besoins qu'il y a en face. Alors et là-dessus, je pense que je ne sais pas si vous voyez bien la vidéo, mais c'est une super étude qui avait été faite par Félix Verneken et Michael Tomasello, où là, ils avaient testé des enfants entre 14 et 18 mois. Vous voyez l'expérimentateur qui fait tomber une pince à linge et voilà, pend un peu sa main, donc on sent finalement, nous, en tant qu'adultes, on perçoit bien qu'il a besoin d'aide pour la ramasser et là, l'enfant, sans le prompter, sans rien, finalement, se précipite pour ramasser la pince à linge et donne la pince à linge à l'adulte. Donc il y a vraiment dès qu'il y a un indice, finalement, suffisamment fort, les enfants sont capables, dès très tôt, d'entraider, de partager, finalement de venir apporter leur aide. Alors, qu'en est-il du réconfort? Ce qui est assez intéressant, c'est que là, il y avait une étude de 1992, ça date un peu, mais on va quand même, la prendre en considération parce qu'elle est intéressante. Ils avaient étudié donc une cohorte d'enfants et ils avaient montré que finalement le réconfort, ça se met en place un peu plus tard. Là, dans leur cohorte, donc les enfants entre 13 et 15 mois, 9 d'entre eux montraient des signes de réconfort, c'était envers leur mère. C'était à l'époque où, on ne prenait pas encore tout à fait en compte le fait que les pères aussi avaient un rôle à jouer, dans la parentalité. Heu
Et donc, 9% des enfants entre 13 et 15 mois venaient réconforter leur maman. Et ensuite, entre 23 et 25 mois, donc là, plutôt autour de 2 ans, c'était quasiment la moitié des enfants qui montraient des signes très ouverts de réconfort. Et en fait, ça, ce qu'on voit, c'est que dès 3 ans, finalement, donc à partir de 2 ans et vraiment plus robustement dès 3 ans, les enfants sont capables d'agir en réponse à des scènes émotionnelles et des scènes sociales qui sont de plus en plus complexes, où il y a de moins en moins d'indices de la part de l'adulte ou de la part de l'autre enfant, de ce dont ils ont besoin. Donc finalement, parce que le réconfort, il intervient parfois face à des signes un peu implicites, des signes de tristesse sur le visage, de détresse, de colère, donc qui sont parfois beaucoup moins explicites qu'une main tendue, là, comme sur la vidéo. Et donc ça se développe vraiment petit à petit, plus la compréhension des émotions d'autrui, elle vient s'affiner. Et j'adore cette étude parce que vous pouvez l'essayer chez vous si vous avez des enfants de cet âge-là, mais ça marche vraiment. Vous faites tomber quelque chose et souvent, vraiment, ils vont se précipiter pour le rattraper. Alors, et donc, à la maternelle, on se dit, OK, ils ont cette capacité, finalement, à entraider, à partager, à réconforter, plus ou moins, et plus ou moins selon la saillance des indices, on va dire. Et moi, la façon dont j'aime voir les choses, c'est vraiment cette idée qu'à la maternelle, les enfants sont des véritables petits explorateurs des relations sociales. Ils rentrent vraiment dans les relations sociales avec plein d'enfants très différents, les adultes, des enfants plus grands parfois, selon le type d'école dans lequel ils sont à la cour de récré. Et finalement, donc tout tourne autour de cette idée où, un, ils observent ce qui se passe, deux, ils expérimentent par rapport à ce qu'ils ont observé, et trois, en fait, ils interprètent la réponse ou la conséquence de leurs actions. Et ça les aide ensuite à ajuster finalement leur comportement pour la prochaine fois, ou alors répéter le comportement si la conséquence a été finalement positive pour eux. Et donc, tout ça, c'est soutenu par une vraie complexification, une complexification qui est vraiment extrêmement forte, un peu comme quand on parlait de tout ce qu'il faut pour mettre en place des amitiés. Là, c'est un peu pareil, c'est soutenu par cette idée d'une complexification intense des compétences socio-cognitives. Donc, quelles compétences? Bah, finalement, quand on y pense, il y a un peu de tout. C'est-à-dire déjà, pour observer, ça met en jeu les capacités d'attention. On avait fait une étude sur le comportement altruiste chez les enfants, donc là, chez les enfants un peu plus grands, mais c'est un petit aparté, mais on parle souvent du fait que c'est l'empathie qui joue un rôle dans le comportement altruiste, donc ce comportement bénéfique envers autrui, mais qui a parfois un coût pour nous. Et finalement, nous, ce qu'on avait retrouvé chez les plus grands, c'était que les compétences qui permettaient vraiment de prédire ce comportement altruiste, c'était pas tellement l'empathie, mais pour nous, c'était vraiment l'attention visuelle, entre autres. Mais parce que déjà, imaginez, vous êtes dans une cour de récré, finalement, pour voir que quelqu'un a besoin d'aide ou que quelqu'un ne va pas bien, quelqu'un est triste, et il faut pouvoir porter son attention sur cette personne-là. Il faut pouvoir faire attention à ce qui se passe dans un environnement où il y a énormément de bruit, ça bouge dans tous les sens. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce documentaire qui s'appelle Récréation, il me semble que c'est Claire Simon. Ça date un peu, mais c'est super. Ça montre un peu cette idée de cette jungle, finalement, dans la cour de récré, où il se passe énormément de choses. Les relations sociales, ça part dans tous les sens, les conflits, enfin, c'est vraiment super comme documentaire. Mais on voit à quel point l'attention joue un rôle immense, finalement. Alors, il y a l'attention, il y a aussi la mémoire, en fait. C'est qu'est-ce qui s'est passé par le passé? Qu'est-ce qui a pu arriver? Ce dont je me souviens, c'est que j'avais agi de cette façon. Et qu'est-ce qui s'était passé? Et donc, par rapport à mes souvenirs, je vais peut-être ajuster ma manière de me comporter. Et la mémoire, on sait que voilà, c'est tout au long de l'enfance, hein, les capacités de mémoire qu'on va appeler épisodiques, la mémoire des souvenirs, la capacité à revivre un événement qui nous est arrivé personnellement, ça se développe et ça se solidifie au cours de l'enfance. Alors, il y a aussi la question, bien évidemment, et ça, je pense que s'il y a des enseignantes et enseignants parmi nous, la régulation des émotions et du comportement, c'est crucial à ces âges-là. Enfin, c'est vraiment là que les enfants commencent à apprendre à vraiment maîtriser leurs émotions et leur comportement face à quelque chose qui éveille énormément d'émotions en eux. Ça peut être des émotions très positives, beaucoup de joie quand ils sont très contents de faire quelque chose, mais que la situation nécessite
d'être un peu plus calme, ou alors au contraire, quand on est très en colère. Donc la régulation des émotions et du comportement, c'est extrêmement important dans ce contexte-là. La prise de perspective d'autrui aussi, c'est-à-dire essayer de se mettre à la place d'autrui, donc ça, on va en parler. Heu, c'est crucial dans les relations sociales. Et enfin, on a parlé un peu de moralité, mais cette notion de norme d'équité et de normes morales se met vraiment aussi en place à ces âges-là, et après se développe par la suite, mais cette idée de qu'est-ce qui est équitable? Notamment dans le partage. Qu'est-ce qui est équitable et qu'est-ce qui est bien ou mal dans un certain contexte, en termes de façon de se comporter? Et donc, je voudrais faire un peu un petit zoom, notamment sur la prise de perspective d'autrui et les normes d'équité. Ah oui, et pardon, le dernier point dont je parlerai aussi, qui est que tout ça, ça se fait pas dans une bulle, en fait. Tout ce processus d'exploration des relations sociales, il se fait par rapport à un contexte, il se fait par rapport à un groupe d'appartenance, en fait, malgré tout. Et on va voir à quel point, dès la maternelle, les enfants sont très sensibles au groupe d'appartenance. Alors, quand on parle de prise de perspective d'autrui, à quoi on fait référence exactement? Alors, en psychologie, on parle de théorie de l'esprit. C'est un peu un grand mot, mais si on le définit, c'est vraiment la faculté de percevoir, dans un premier temps, de comprendre et d'inférer les émotions, les pensées, les croyances d'autrui. Et en fait, c'est tout ça qui va nous permettre finalement de comprendre l'intention qu'il y a derrière les actions des autres, et de pouvoir donner un sens à la façon dont les autres viennent se comporter. Et donc ajuster notre comportement par la suite par rapport à ça. Et à la maternelle, il y a un vrai tournant finalement un peu conceptuel majeur qu'on retrouve, dans les recherches qui se centrent sur cette théorie de l'esprit. C'est que, aux alentours de 3-4 ans, ouais 3-4 ans, 4 ans et demi, les enfants comprennent que les autres peuvent avoir des croyances qui sont objectivement fausses. Et la façon dont on teste ça, c'est, un test qui est assez connu, où en fait c'est comme des petites BD ou alors une histoire qu'on raconte. Et là, vous voyez, il y a un petit garçon qui vient mettre, un pot, dans un placard vert. Il s'en va. Sa maman ou quelqu'un d'autre arrive, déplace le pot dans le placard bleu et on va venir demander à l'enfant, donc qui a tout vu: «À ton avis, heu, où va-t-il aller chercher le pot jaune?» Et donc, les enfants, quand ils ont vraiment pas encore passé ce tournant conceptuel, ils vont dire: «Ah bah, il va aller chercher dans le placard bleu», parce qu'eux savent que le pot est dans le placard bleu. En revanche, ils arrivent à un moment à se représenter que le petit garçon a une croyance fausse. C'est-à-dire qu'il n'était pas là, il n'a pas vu quand le pot a été déplacé et donc lui va aller chercher dans le placard vert, même si la personne qui répond sait pertinemment que le pot est dans le placard bleu. Et donc ça aussi, un peu ce tournant où on comprend que l'autre peut avoir des pensées, un, qui sont différentes des nôtres et deux, qui sont peut-être fausses, ça permet encore une fois de mieux comprendre l'intention qu'il peut y avoir derrière les actions. Donc comprendre pourquoi une personne a pu agir de telle ou telle façon. Donc ça, c'est vraiment un concept finalement assez phare, dans le développement des relations sociales à l'enfance et des relations à l'autre. Alors ensuite, cette question de normes d'équité, de normes morales, alors quand on repense au fait que les enfants, viennent agir en tant qu'explorateurs, donc ils observent, ils expérimentent, ils interprètent la réponse, heu, là, on voit toute l'importance d'expérimenter différents contextes pour comprendre qu'en fait, il y a certaines normes qui sont variables et certaines normes qui sont invariables. Typiquement, le fait que porter un coup sur quelqu'un, donc frapper quelqu'un, c'est globalement pas quelque chose qu'on est censé faire, quel que soit le contexte, versus porter un maillot de bain. Il y a des situations dans lesquelles, bah, on porte pas un maillot de bain. Par exemple, quand on va à la maternelle le matin, a priori, on débarque pas en maillot de bain, mais pourtant quand on va à la piscine, on y va en maillot de bain. Et donc finalement, c'est par l'expérimentation, dans différents contextes, que les enfants vont commencer à cet âge-là, à la maternelle, à se représenter l'invariabilité des normes. De se dire: «Ah OK, donc en fait, frapper quelqu'un, bon ça je peux pas le faire à la maison, mais je peux pas le faire à l'école non plus. Ah bah, c'est vrai qu'au parc, non, non plus». Alors que, par exemple, bah, porter un maillot de bain, ah oui, bah, finalement ça dépend.
Et donc, c'est comme ça aussi qu'ils arrivent à se construire un peu des repères en termes de normes et en termes de bon, bah, qu'est-ce qui finalement est assez robuste en termes de normes morales. Et parallèlement à ça, ce qu'on retrouve, c'est que les premiers sentiments vraiment de culpabilité par rapport aux transgressions morales commencent à émerger vers 3 ans. Donc là, vous allez pouvoir retrouver des enfants qui vont frapper un petit camarade, donner un coup de pied ou lancer quelque chose et le casser. Et qui après, si on leur donne finalement les outils pour s'exprimer avec les mots qui leur permettent d'exprimer leurs émotions, vont dire: «Ah, je me sens coupable, oh là là, j'ai» et bon, après ils auront peut-être beaucoup de mal à gérer cette culpabilité et après là, c'est un peu l'emballement, émotionnel, mais des premiers sentiments vraiment de culpabilité. Donc je comprends qu'en fait, j'ai transgressé une norme, j'ai fait quelque chose qui, généralement, on n'est vraiment pas censé faire. Donc et ça, c'est un vrai signe, finalement de développement moral, chez l'enfant. Alors et à la maternelle, souvent en recherche, ce qu'on retrouve, c'est cette idée en anglais, on appelle ça le knowledge behavior gap. Donc en fait, petit à petit, à l'âge de la maternelle, si vous demandez à un enfant, est-ce que tu penses que, quand on te donne, 6 gâteaux, à ton avis, il faudrait faire quoi avec les gâteaux si la personne en face, elle a pas de gâteau? Et ben, ils vont dire: «Ah, ben je pense qu'il faudrait partager», alors bon, selon les capacités de comptage et de dénombrement, mais bon, globalement, ils vont dire: «Ah, mais je pense qu'il faudrait partager» et après quand on leur demande, en vrai, s'ils veulent bien partager, bon, en réalité, ils ont énormément de mal à l'appliquer et donc les études qui portent là-dessus, qui sont assez intéressantes. C'est des études basées sur, un paradigme de théorie des jeux qu'on appelle le jeu du dictateur. Donc le terme en soi, est assez, assez horrible pour des enfants, mais c'est basé sur cette idée qu'on a un enfant, ou ça marche aussi avec les adultes, qui arrive au laboratoire ou là où on va venir, faire les tests cognitifs et on lui dit, là, dans cet exemple-là, c'était, 4 ils avaient 4 autocollants. Ils choisissaient 4 autocollants parmi, beaucoup d'autocollants, donc ils choisissaient vraiment des autocollants qu'ils aimaient beaucoup, et donc on leur dit: «Voilà, il y a un enfant, qui, lui, n'a pas pu choisir d'autocollant. Est-ce que tu voudrais en partager avec lui? Tu peux en partager avec lui, tu n'es pas obligé, mais tu peux» et là, l'expérimentateur, sort de la pièce, il y a plein de façons de le faire, pour qu'il ne se sente pas, en tout cas, obligé de donner et ce qu'on voit, c'est que là, les enfants sont capables à 3 4 ans de dire ce qui serait juste en termes de partage. Donc ils sont capables de montrer finalement, qu'un partage, ce que serait un partage équitable, mais ils agissent pas forcément en conséquence, au point où donc dans cette étude où les enfants avaient 4 autocollants à la base, la moyenne de partage, c'était 0,5. Donc en gros, la moitié des enfants n'en donnaient pas et la moitié des enfants en donnaient 1 sur 4. Donc bon, là, on voit bien que ils savent ce qui est équitable, mais ils ont vraiment du mal à l'appliquer, et cette notion de partage équitable où on finit par le vraiment partager de façon équitable, dans les faits, ça intervient pas avant, 8-9 ans de façon beaucoup plus robuste. Vous voyez, ça met vraiment du temps à se développer et ce qui est important aussi à prendre en compte, hein, c'est qu'il y a tout est lié finalement et que, enfin les études nous le montrent, mais aussi je pense que tous les enseignants le savent, c'est que c'est aussi à cet âge-là qu'on commence à travailler les premières aptitudes de comptage, de dénombrement à la maternelle et comment savoir combien partager si on n'arrive pas à dénombrer ce qu'on a. Donc c'est aussi également bien évidemment lié à ces premières compétences vraiment mathématiques de comptage, et de dénombrement et donc qui sont, en tout cas très clairement liées, à ce qui est partagé par la suite, en termes de chiffrage. Donc voilà, petit à petit, ça se met en place. Dans le comportement, voilà, ça dépend un peu, hem, mais tout ça, comme je vous disais, se développe dans un groupe, dans un contexte. Et il y a une notion d'appartenance de groupe qui, à la maternelle, à l'âge de la maternelle, est déjà très fortement ancrée. Donc on ne peut pas regarder le développement, moral, le développement social, un peu sous une loupe, où il y aurait pas le contexte autour.
le contexte autour est vraiment primordial. Ils jouent énormément et ils jouent énormément dès la maternelle. Et il y a une étude, un groupe d'études assez intéressant qui ont étudié le rôle des accents dans l'appartenance de groupe. Et je me suis dit que ça serait intéressant à partager avec vous parce que donc, dans les écoles où sont vos enfants, où vous travaillez vous, finalement, la question des accents, elle est très présente. Et donc, ce qu'ils ont montré, c'est qu'en fait, dès l'âge de 5 ans, les enfants montrent une préférence en termes d'appartenance de groupe pour les accents dits natifs. Donc, c'est-à-dire pour les accents de native speakers, de personnes qui parlent la langue d'origine, versus des accents étrangers. Donc, il y a ça. Mais finalement, plus ils grandissent, donc 5, 6, 7 ans, ils arrivent à réfléchir de manière finalement un peu plus fine à cette appartenance de groupe par rapport aux accents. C'est-à-dire que quand on leur demande s'ils préfèrent une personne avec un accent natif, un accent d'origine, mais qui agit de manière antisociale, ou alors une personne avec un accent étranger et qui agit de manière prosociale, mais là, ils vont venir choisir la personne qui a un accent étranger, mais qui agit de manière prosociale. Donc, ils sont aussi capables, finalement, de prendre leurs différents repères, leurs différentes préférences en termes d'appartenance de groupe, et les manipuler dans le sens, les utiliser pour réfléchir à ce qu'ils préfèrent en termes de comportement et ce vers quoi eux vont se diriger en termes de préférence de groupe. Mais je trouvais ça vraiment intéressant. Et ce qu'on retrouve chez les enfants, puis on le retrouve aussi chez les adultes. Et on retrouve donc chez les tout petits, dès les tout petits, 3-4 ans, cette idée que la notion de groupe d'appartenance, elle est présente même quand on base les groupes sur des critères qui semblent extrêmement aléatoires. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'effet de groupe minimal. Et donc, il y a plein d'études là-dessus qui montrent qu'on retrouve cet effet de groupe minimal également chez des adultes, des études qui ont été faites où le seul critère qui regroupe les personnes du groupe, par exemple, c'est le fait de porter une écharpe. Voilà, donc sur des critères vraiment aléatoires. Là, on a une étude qui a montré chez des enfants de 3-4 ans qu'on leur donnait un bracelet, un foulard, et je crois que c'était un petit autocollant d'une certaine couleur, donc c'était soit orange, soit vert. Et après, on leur disait, bon voilà, donc tu fais partie de ce groupe. Et ensuite, il fallait qu'ils cliquent, enfin, il fallait qu'ils montrent à l'écran. On leur montrait différents enfants, donc qui avaient soit les marqueurs verts, soit les marqueurs orange. À chaque fois, donc les enfants, le physique des enfants était adapté en fonction du physique de l'enfant. Donc, c'était une étude américaine. Donc, on avait des enfants afro-américains, des enfants caucasiens. Enfin. Mais en tout cas, ce qu'on retrouvait, c'était qu'il y avait une préférence à la base pour les enfants. Donc, ces enfants dès 3-4 ans préféraient les enfants qui avaient les mêmes marqueurs vert ou orange de couleur. Après, on leur demandait, bah, toi, est-ce que tu préfères les chiens ou les chats, par exemple? Et donc, si l'enfant disait, bah, je préfère un chat, on montrait la photo du chat à côté d'un enfant en vert, un enfant en orange. Et on disait, bah, à ton avis, quel enfant préfère le chat aussi? Et ils choisissaient l'enfant de leur groupe. Et donc, voilà, on voit que dès ce jeune âge, il y a cette notion de groupe qui se crée et finalement de façon assez robuste. Alors après, ça n'allait pas jusqu'à attribuer des comportements bons ou mauvais à un certain groupe. Donc ça, il ne le faisait pas encore. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de préférence de groupe sur des petits critères un peu aléatoires qui se met en place extrêmement tôt. Et donc, finalement, quelle implication est-ce que tout ça va avoir pour l'amitié à la maternelle? Donc, il y a cette question de groupe qui se met en place, de prise de perspective d'autrui. Petit à petit, on commence à réfléchir à ces notions d'équité, à ces notions de qu'est-ce qui est juste en termes de partage. Donc, qu'est-ce que ça implique? Alors, ça implique déjà que, en termes d'amitié, c'est ici que vraiment vont se forger les premiers pas vers la coopération. Donc, j'ai parlé tout à l'heure du comportement prosocial, l'entraide, le partage, le réconfort. Bah, finalement, on peut se dire que la coopération, on la retrouve un peu dans ces trois grandes catégories-là. La coopération, elle est très formellement mise en place dans les classes.
elle est enseignée finalement comme partie intégrante du vivre ensemble. Parce que dès la maternelle, on fait des travaux de groupe, on se met en équipe. Alors après, je ne sais pas si vous, dans votre zone, c'est comme à Paris, mais à Paris, cette année, avec les Jeux Olympiques qui arrivent, alors, si vous trouvez un thème dans quasiment toutes les écoles, c'est le sport. Et donc, les enfants, dans les maternelles, les classes primaires, élémentaires, font énormément de jeux, donc découverte des Jeux paralympiques, etc., en équipe. Mais donc, cette idée, finalement, de coopération, de travailler ensemble, en équipe, en groupe, pour réussir une tâche, s'est mis en place de façon extrêmement formelle, finalement, dans les classes, dès la petite section, donc dès 3 ans. Et on sait également, à la lumière de la recherche, que agir avec autrui, que ce soit dans le cadre d'une coopération ou même juste agir finalement à côté d'autrui, ça augmente les comportements prosociaux qu'on va avoir envers cette personne. Et cet effet-là, on le retrouve dès 3 ans, mais jusqu'à l'âge adulte. Donc c'est intéressant de se dire que là, quand on parle de premier pas vers la coopération, on est vraiment en train de mettre en place des bases prosociales qui, a priori, vont nous servir tout au long de notre vie. Donc il y a cette idée de la coopération, euh, d'une part, et la coopération, elle se base aussi, et l'amitié se base aussi sur une notion qui finalement prend énormément de place, même si on en parle moins verbalement, qui est la réciprocité. Euh, Quand vous l'avez peut-être vu chez vos enfants ou d'autres enfants, que quand les enfants sont tout petits, ils jouent côte à côte. C'est-à-dire, ils vont chacun jouer avec une voiture, ils vont être côte à côte, mais ils ne vont pas jouer ensemble. Et il y a un moment où les enfants commencent à porter leur attention de manière conjointe à un jeu partagé. Alors bon, parfois ça se termine mal parce que c'est une voiture et à la fin, tout le monde veut la voiture. Mais ce qui est sûr, c'est que ça pose les bases de cette idée d'échange réciproque. Alors, très simplement, c'est mon tour, ensuite, ça sera ton tour. Mais petit à petit, cette idée de réciprocité, elle devient de plus en plus différée avec l'âge. C'est-à-dire que chez les tout petits, c'est à moi, enfin, et d'ailleurs on le voit hein, quand on essaye de faire en sorte que les enfants ne se prennent pas trop la tête, c'est bah, tu l'as pendant 1 minute, ensuite c'est à ton copain pendant 1 minute, et petit à petit, en fait, ça devient différé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je fais cette activité, aujourd'hui, c'est moi qui fais ça, bah, ça sera toi la prochaine fois. Et donc, ça, c'est aussi une base de l'amitié, cette idée qu'on développe une réciprocité de plus en plus différée. Donc, dès 3 ans, on s'aperçoit que les enfants, ils vont aligner leur comportement à celui de la personne en face, donc en positif ou en négatif. C'est-à-dire que face à quelqu'un qui agit de façon prosociale, les enfants vont avoir plutôt tendance à s'aligner. Face à quelqu'un qui va peut-être taper, jeter, ils vont peut-être aligner également. Et à partir de 5 ans, donc 5 ans, là, on parle de la fin de la moyenne section, la grande section de maternelle, la réciprocité, elle devient beaucoup plus stratégique. En ligne, encore une fois, avec ce développement cognitif, ce développement purement cognitif, en fait, de capacité de planification, de projection vers l'avenir, de pouvoir considérer qu'est-ce qui va se passer à l'avenir par rapport à mon comportement aujourd'hui. Et donc, petit à petit, en fait, on ne va pas être dans de l'alignement direct, mais plutôt dans un comportement différé, une réciprocité différée. Et ce qui est intéressant ici, c'est que alors, les recherches tendent à nous montrer que le comportement prosocial, il est finalement pas toujours si homogène à travers les cultures. Les normes culturelles, elles sont extrêmement fortes, mais la norme de réciprocité, en revanche, elle est assez homogène à travers les cultures. Et donc ça, c'est quelque chose qui reste stable et se développe de façon assez stable tout au long de l'enfance. Désolée pour le bruit, il y a un orage de grêle à Paris. J'espère que c'est pas comme ça pour vous. Alors, face à cette idée justement de réciprocité différée, encore en lien avec ça, si on va encore un stade plus loin, il y a la question de la confiance en fait. Comment on développe la confiance envers les autres? Parce que ça, c'est extrêmement important pour pouvoir fonder des amitiés sur le long terme. Alors, dès 3 ans, les enfants ont plus tendance à partager avec leurs amis, les personnes qu'ils considèrent comme étant leurs amis, même s'ils partagent de manière anonyme, donc l'ami ne saura pas que c'est eux qui a partagé, et qui a peu de chances en fait de recevoir un retour. Donc là déjà, on perçoit un rôle affectif de l'amitié. Donc déjà là, on voit qu'il y a quelque chose en plus par rapport à de la réciprocité. Il y a de la réciprocité, mais pas que en fait. Il y a un rôle affectif de l'amitié qui commence à se mettre en place.
Et surtout à partir de 5 ans, on voit que l'amitié, c'est fondé sur la confiance, en fait. Donc cette notion de confiance, comment on la teste dans les laboratoires de recherche? Il y a une étude assez intéressante où on mettait les enfants face à 2 boîtes. Donc dans la première boîte, on va dire que c'est la boîte, marron ici, on leur disait: «Bon, tu as le choix. Soit, tu peux choisir la boîte qui a été préparée soit par ton ami ou alors une personne que tu aimes pas, mais on va se focaliser surtout sur la partie où c'était l'ami. Donc, la boîte préparée par un ami, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Ils ont peut-être mis des choses dedans, peut-être pas, en te préparant cette boîte. Ou alors, tu peux choisir la boîte grise où là, il y a forcément quelque chose dedans, mais, il y a peut-être un peu moins que ce que ton ami aurait mis. Mais ton ami, il a aussi pu ne rien mettre du tout. Et les enfants, donc à partir de 5 ans, choisissent préférentiellement la boîte préparée par l'ami. Donc c'est-à-dire qu'ils vont faire confiance à leur ami, d'avoir agi de manière positive pour eux et vont plutôt choisir cette boîte-là, donc plutôt faire confiance au fait qu'eux pensent que cette boîte ne sera pas vide. Alors que les enfants en dessous de 5 ans, les 3-4 ans, ont plutôt tendance à choisir la boîte où, bah, en fait, ils savent qu'il y a quelque chose, donc ils vont prendre la boîte où il y a quelque chose. Voilà, donc il y a cette notion de confiance, donc de rôle affectif, de confiance qui, s'ajoute à cette norme de réciprocité pour vraiment créer ce qu'on va appeler de l'amitié. Alors et enfin, finalement, on ne peut pas parler d'amitié sans parler de conflit. Et je parle d'amis improbables parce que finalement le conflit, il est inévitable dans la relation sociale. Il fait partie de la relation sociale. Donc encore une fois, si on imagine, on observe ce qui se passe, bah, on expérimente et on interprète la réponse ou la conséquence. Et ben, les conflits aussi mobilisent énormément de capacités cognitives. Donc on régule ses émotions, on apprend petit à petit, on planifie la réponse de l'autre, on se met à la place de l'autre. Et finalement, ce qui est aussi très intéressant et très positif, c'est que on apprend petit à petit, dès la maternelle, à justifier nos choix, à justifier ce qu'on fait, justifier notre comportement. Et ça aussi, ça participe au développement de cette norme d'équité. Pourquoi j'ai fait comme ça? Parce que je pensais que telle personne devrait avoir ça, mais il n'a pas eu ça. Et on apprend à verbaliser ces justifications. Et donc, finalement, tout finit par se mettre un peu ensemble et ça fait un développement des relations sociales euh, qui, euh, qui fait que les enfants apprennent petit à petit verbalement à expliquer ces relations-là, à expliquer leurs amitiés et à expliquer leur comportement. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Parce que j'ai beaucoup parlé, désolée. C'est déjà que la maternelle, c'est une période qui est essentielle dans le développement des relations sociales et des amitiés. Et donc ce développement, il est soutenu par un développement des capacités cognitives, socio-cognitives, et tout ça va permettre un meilleur raisonnement social, et c'est un raisonnement qui va se complexifier de la maternelle jusqu'à l'adolescence. Donc c'est un long chemin. Et la maternelle, finalement, ça permet d'expérimenter avec les relations sociales, ça permet d'expérimenter avec le rôle que l'enfant peut jouer dans ses relations sociales, mais en toute sécurité. Donc avec la sécurité de la classe, avec la sécurité des enseignants et de l'école, qui permet finalement d'en faire un peu un laboratoire social pour l'enfant, pour que l'enfant puisse essayer et voir ce qui fonctionne moins, et voir ce qu'il souhaite finalement garder et appliquer par la suite. Je vous remercie. Je pense qu'on a un petit temps pour des questions. Oui. Alors, peut-être qu'on peut, voilà, on va arrêter Reste le reportage. Merci beaucoup pour cette intervention. Ce que je vous propose, voilà, si vous avez des questions, je vous invite à lever la main et comme ça, je pourrai vous donner la parole. Si parmi vous, il y a un problème linguistique également, Lucie Rose est complètement bilingue, hein, puisque vous êtes franco-américaine, c'est Oui, ça? c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Alors, la première question, c'est toujours ce qu'il y a de plus difficile, hein. Alors, moi, je vais me lancer, du coup, en attendant, parce que moi, j'ai des questions. Euh, Tout à l'heure, au début de votre exposé, vous avez parlé de l'interaction sociale, hein, chez l'enfant dès son plus jeune âge.
quelle forme d'interaction sociale est-ce qu'on pourrait décrire au-delà des interactions verbales et qui permettrait notamment aux enseignants de repérer quelles sont ces interactions? Alors ça, effectivement, c'est parce que c'est vrai que l'entrée dans l'interaction verbale, elle peut se faire plus ou moins tôt selon les enfants. Mais ça peut être d'apporter un jeu à un autre enfant pour jouer avec cet enfant-là, lui apporter un jouet. Finalement, c'est comme une invitation à jouer ensemble, mais qui se fait pas verbalement. En vrai, à la maternelle, ça peut aussi être mordre, par exemple. Voilà, faut le dire. Mais pour les enfants notamment, pour qui l'entrée dans le langage verbal est plus difficile, qui ont quand même envie d'exprimer, peut-être, une colère, une difficulté à réguler leurs émotions, des émotions très fortes. Ça peut être mordre, ça peut être frapper, donner un coup de pied, ça peut être lancer quelque chose à quelqu'un aussi. Et donc finalement, voilà, ça peut aussi se mettre à côté d'un autre enfant. Ça peut être se mettre à côté d'un autre enfant, l'observer faire une activité, c'est aussi parfois une demande de rentrer en interaction sans forcément utiliser le langage verbal. Tout à fait. Très bien. Alors, je vais passer la parole à la personne qui vient de lever la main. Euh, Augustin, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Claire. Merci. Je viens juste de commencer la réunion au moment où vous étiez juste aux dernières remarques. Et je suis intéressé à avoir accès aux discussions qui ont eu lieu avant. Malheureusement, c'était à cause du travail. Ce n'est pas parce que je ne voulais pas, mais malheureusement, je n'ai pas pu. Et je me rends compte qu'effectivement, il y a eu un enregistrement. Est-ce que je pourrais avoir accès à cela plus tard? Merci. Bien sûr, il y aura un enregistrement qui sera publié sur le site de la ZECO, hein, que vous pourrez trouver donc, sur notre site internet. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions relatives à l'intervention? Parce que moi, j'en ai beaucoup, hein, donc sinon, moi, je vais monopoliser la parole. Ah, alors, une question de Xenia. Alors, je vous active le micro. Merci beaucoup. Bonjour et merci pour la présentation. C'est le thème très, très intéressant, très, très compliqué aussi, je trouve, pour les parents parce qu'il faut réagir correctement. Mhm. C'est ce qui m'intéresse. L'amitié au maternel, c'est magnifique, c'est adorable, mais ça vient aussi, surtout avec les enfants petits, avec les effets de réjection. Oui. Quand on a un copain et c'est vraiment le parti de ma vie et je le dis tout et j'apporte les cadeaux et tout ça. Et puis, bah, aujourd'hui, il ne voulait pas jouer avec moi. Ou c'était comme ça qu'il voulait prendre maman. Il ne voulait pas prendre maman. Ou, les choses comme ça que quand je vois vraiment le cœur brisé tout de suite. Et Oui. des fois, c'est assez, assez fort. Mhm. Et je me demande des fois comment il faut réagir vraiment correctement pour que je ne veux pas non plus stresser que ça existe, voilà. Mais bon, des fois, tu ne veux pas non plus jouer avec lui, des fois, tu veux faire quelque chose d'autre, mais pour que ça ne devienne pas... Oui, oui, absolument. C'est une bonne question et c'est vrai qu'en tant que parent, finalement, on aura un peu ce réflexe de vouloir aller trouver une solution tout de suite pour notre enfant parce qu'on est triste de voir notre enfant comme ça. Mais finalement, euh, trouver des solutions pour notre enfant ne lui permet pas d'apprendre à trouver des solutions tout seul. Donc, il faut se faire un peu violence, je pense, et finalement valider leur ressenti, c'est-à-dire les écouter s'ils en parlent, valider leur ressenti, c'est-à-dire bah, ah oui, bah, c'est vrai, moi aussi ça me rendrait très triste, ou je comprends que tu te sens vraiment très triste. Euh, Finalement, les écouter et réfléchir avec eux à comment ils se sentent. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont fait, pas fait, mais finalement, pas trouver les solutions pour eux. Et finalement, accueillir un peu leurs émotions, accueillir leur tristesse sans forcément pouvoir la changer. Voilà. Alors après, là, on ne parle pas des situations de harcèlement qui sont autre chose, hein, mais sur yeah. les situations
finalement, aujourd'hui, tu es mon copain, demain, tu n'es plus mon copain, enfin voilà, qu'on peut rencontrer j'allais dire à la maternelle, mais finalement, après, ça, même à l'école primaire. Hein, mais c'est cette idée d'accueillir l'émotion et d'être là pour écouter et de dire bah, je comprends. Mais comme vous le dites très bien, je trouve c'est aussi une façon de dire bah, est-ce que toi aussi ça t'est déjà arrivé de lui dire ça? Et l'aider finalement dans la prise de perspective d'autrui. C'est ah ben pourquoi tu penses qu'il a dit ça et toi quand tu lui avais dit ça comment tu t'étais senti et voilà donc finalement par des questions plutôt poser des questions si s'ils ont voilà cette envie d'en discuter plutôt poser des questions que de leur donner des solutions un peu toutes trouvées à tester parce que c'est en leur posant des questions que eux vont pouvoir un peu développer ah ok en fait peut-être que je vais essayer ça, peut-être que ça, c'est que je vais pas dire ça demain. Mais c'est vrai qu'en tant que parent, c'est toujours difficile à entendre et on voudrait avoir un coup de baguette magique et qu'ils aient plein d'amis et qu'ils soient tout le temps heureux, mais ça les aiderait pas non plus à développer leur relation sociale. Mais c'est vrai que c'est assez partagé par les parents. Merci. Alors, je vais passer la parole à Françoise Kuhl de Hambourg, hein, notre directrice de l'école française de Hambourg. Bonjour. Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, je me questionne un petit peu par rapport à l'identification au groupe dont vous avez parlé, puisque vous avez dit que très rapidement, il y a ces processus d'identification au groupe qui se mettent en place et qui, du coup, peuvent être complètement aléatoires, qui peuvent voilà, se mettre en place par rapport à un accent, par rapport à une couleur de peau ou par rapport à une identification quelconque, on va dire. Euh, quelle pourrait être du coup, et est-ce que ça serait judicieux, l'action des enseignants quant à ces identifications? Est-ce qu'il est utile, vous voyez, de casser un petit peu les groupes, de varier les groupes pour qu'il y ait une adaptabilité plus grande qui se mette en place chez les enfants? C'est une Ou est-ce qu'on doit toujours, finalement, une fois que le groupe est constitué, qu'on a constitué l'équipe ou le groupe de travail, ou est-ce qu'on doit rester sur ce schéma? Est-ce que ça les aide dans leur développement? Ou est-ce qu'il est utile pour eux de leur proposer des groupes alternatifs? Est-ce que ce schéma-là ne leur offre pas plus de possibilités de développement? Alors, c'est une super question. Je pense que je suis assez d'accord avec votre dernier point. C'est que de varier les groupes, de faire changer les groupes, ça force aussi l'enfant à expérimenter son comportement avec d'autres enfants. Et ça l'aide aussi dans son développement. C'est que petit à petit, bah, il va se confronter à d'autres façons d'être, d'autres façons de faire. Plus il se confronte à d'autres enfants, finalement. Et ça va l'aider aussi. Et, euh, et finalement, est-ce que l'objectif, ça serait pas de créer un groupe classe qui permet de vraiment créer un sentiment d'appartenance à la classe de façon entière, justement en variant les groupes, mais en gardant, que ce soit par le thème de la classe de l'année ou autre, un peu ce facteur qui va faire que chacun se reconnaît dans le groupe classe. Mais je suis assez d'accord avec vous finalement. Alors certes, une fois que les groupes se mettent un peu en place, on aime bien voir se développer des relations amicales, mais d'aller créer différents groupes aussi, ça varie la façon dont on va réagir. Et après, plus largement que ça, il y a pas mal d'études aujourd'hui sur le comportement pro-écologique. Alors, je dévie un tout petit peu, mais sur le comportement pro-écologique qui montre que ce qui motive un comportement écologique, c'est pas tellement les capacités d'empathie, mais c'est les capacités d'identification avec l'humanité et la nature tout entière. En fait, c'est finalement de se sentir partie de ce groupe élargi humain ou de ce groupe élargi d'habitants de la Terre qui va motiver en fait le comportement prosocial envers les autres. Donc finalement de varier les groupes tout en insistant sur le fait qu'on appartient tous au même groupe, je trouve ça pas mal. Ok, donc on a vraiment, enfin les enseignants ont vraiment un rôle à jouer aussi Mhm. dans
dans cette capacité que les Ah enfants ont à s'identifier à des groupes et à créer des relations sociales, du coup, oui, entre des groupes que artificiellement on peut modifier. Nous, en tant tout à qu'enseignants, fait. quand on attend des compétences au bout. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Oui, absolument. Finalement, comme facilitateur aussi là-dessus. Oui, absolument. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. D'autres questions? Moi, j'en ai une. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé des activités où les élèves allaient agir les uns à côté des autres sans forcément jouer ensemble et que ça pouvait activer des comportements prosociaux. Je, je voulais savoir si dans le cadre des élèves en situation de handicap, ça allait aussi être quelque chose de favorable et notamment pour des élèves où on va retrouver par exemple le spectre autistique ou voilà, même s'ils ne sont pas en relation directe avec leurs camarades, est-ce que justement l'environnement et le fait d'agir à côté de ces élèves est quelque chose de bénéfique? Alors oui, je pense que ce qu'on sait, en tout cas à la lumière des recherches, c'est que c'est doublement bénéfique. C'est bénéfique et pour les élèves qui sont porteurs de troubles du neurodéveloppement, d'être voilà, dans ce cadre avec d'autres enfants tant qu'ils ont un accompagnement adapté, et également bénéfique pour les enfants qui ne sont pas porteurs de troubles, aussi parce que ils voient la différence des autres, ou ils la voient au fil des jours selon les besoins spécifiques, et apprennent à s'adapter aussi. Et en tout cas, on sait que ce qui ressort, alors il y a toujours un peu cette question du harcèlement et qui revient hein, par rapport aux élèves qui sont en situation de handicap, mais de façon encourageante. On a aussi des données qui nous montrent que les enfants qui sont en classe avec des enfants qui sont porteurs de troubles du neurodéveloppement, qui finalement sont en classe à côté d'eux, ne coopèrent pas forcément avec eux dans des activités, parfois oui, parfois non, mais en tout cas vivent avec eux pendant la journée, ont des comportements, ont une attitude, on va dire, plus prosociale face au handicap de manière générale. Donc, mais cette idée finalement, d'être ensemble, c'est vraiment se vivre ensemble en fait. C'est vivre ensemble, même si on n'agit pas directement en collaboration, on vit quand même ensemble et on crée une certaine affinité qui joue derrière sur le comportement prosocial. Ouais. D'accord. C'est une super question, ça ouvre plein de portes après de Et c'est vrai discussion. que du coup, voilà, on voit qu'il y a vraiment une interaction et que ça fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement pour le bénéfice de l'élève qui aurait du mal à communiquer, mais c'est aussi pour le Absolument. bénéfice des autres élèves qui vont, comme vous le dites, hein, apprendre à vivre ensemble et Absolument. donc à appartenir au même groupe. Euh, Oui. donc, c'est tout à fait bénéfique pour l'ensemble des élèves. Absolument, et même moduler sa manière de communiquer, en fait. C'est-à-dire adapter sa façon de communiquer, c'est, alors de façon, je compare pas forcément, mais de façon un peu similaire, c'est comme quand on demande à des enfants de classe plus élevée dans une école de venir expliquer comment jouer à un jeu de société à une autre classe. C'est-à-dire qu'il faut moduler sa façon de communiquer, on se met à la place de l'autre, on essaie de faire passer un message, mais à sa façon, hein, d'une façon adaptée. Et ça, c'est extrêmement bénéfique quoi, sur le plan social, mais aussi sur le plan cognitif en vrai. Hein. Donc ça force aussi à prendre du recul sur sa manière de communiquer, sa manière de faire passer un message. Donc c'est globalement positif, ouais, absolument. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, a priori, vous avez fait l'unanimité, donc Bah, merci beaucoup pour votre accueil, c'était super. merci beaucoup Lucie Rose. Hein. Donc, nous allons donc mettre en ligne hein, cette conférence hein, donc sur le site internet de la ZECO. Et ben, je vous remercie encore pour cette intervention hein, de grande qualité et qui nous a permis de voir ces aspects que l'on méconnaît parfois hein, et sur justement ces interactions dès le plus jeune âge et cette construction de ce comportement social hein, chez l'enfant. Merci. Merci pour votre invitation. Merci à tous hein, pour Bonne fin de journée. voilà. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.
revoir.